Ses doigts étaient toujours sur mon avenir. Même maintenant, 8 ans plus tard, je me souviens de la façon dont Clara tenait un stylo. Délibérée, comme si tout ce qu'elle touchait comptait. C'est peut-être ce qui m'a attiré vers elle en premier. Pas son apparence, cependant. Elle était belle, élégante et calculée. C'était son intensité. La façon dont elle insufflait de l'ambition dans chaque mot, comme si elle avait déjà planifié les 10 prochaines années de notre vie. Et à l'époque, je voulais vivre selon cette carte. Nous venions de fixer la date du mariage. Le 14 octobre, un mariage d'automne, sa saison préférée, les feuilles, les tons ambrés, une petite cérémonie, suivie d'une réception sur le toit sous des guirlandes lumineuses et des discours. Nous avions même la playlist à moitié composée, alternant chansons d'amour indie et soul classique. Ce soir-là, nous rions en dégustant des échantillons de gâteaux quand je l'ai surprise à fixer Marcus de l'autre côté de la pièce. Mais je n'y ai pas prêté attention. Pourquoi le ferais-je? Marcus était mon meilleur ami depuis l'université. Nous avions traversé l'enfer ensemble. Start-up raté, beau rompu, ramène tard le soir quand nos comptes en banque étaient à zéro. Il était mon frère dans tous les domaines qui comptaient. Et Clara, c'était la femme que j'allais épouser. Du moins, c'est ce que je croyais. Avec le recul, j'en vois les signes. Les 2 dîners fréquents qu'ils organisaient en mon absence, sous couvert de brainstorming. La façon dont Marcus est soudain devenu obsédé par les objets connectés, le domaine de Clara, alors qu'il utilisait à peine sa montre connectée. Comment elle a commencé à dire « nous » lorsqu'elle parlait de la prochaine étape de son entreprise, même en mon absence. Mais à l'époque, j'étais plongé dans le lancement d'un produit pour un client logistique et trop aveuglé par la confiance pour remettre en question les détails. Je me souviens même du toast de Marcus lors de notre dîner de préparation de fiançailles. À la future Madame Adler, avait-il lancé en levant son verre avec ce sourire qui faisait pencher la balance, femme et investisseur. Puisse ta start-up toujours surpasser ta vie amoureuse. Tout le monde a ri, même moi. Je n'y ai pas vu ce que c'était, un avertissement sous le charme. Un soir, on était assis sur le balcon de notre appartement. La ville bourdonnait en contrebas et elle s'appuyait contre mon épaule pour discuter de stratégies d'introduction en bourse et d'investissement d'impact. Je me souviens avoir été submergé par la fierté. Quelle chance j'avais d'être du sien. On va être le couple influent que tout le monde envie, a-t-elle dit. Personne ne nous touchera. J'ai hoché la tête. Inarrêtable, ai-je répondu. J'ignorais qu'elle avait déjà un autre plan. Cette trahison ne tombe pas comme un voleur dans la nuit. Parfois, elle entre par la porte avec une mallette et l'eau de Cologne de votre meilleur ami. On dit que la trahison fait le plus mal quand elle vient de ceux avec qui on partage le pain. Cette vérité m'a frappé de plein fouet le matin où je suis entré dans le bureau de Clara avec son déjeuner, son ennemi juré préféré, sorti de ce petit resto de Midtown, et que j'ai trouvé son assistante figée devant la porte. Elle est, en réunion, a-t-elle dit trop vite. J'ai attendu. 20 minutes plus tard, Clara est sortie avec Marcus. Elle avait l'air surprise de me voir, comme si elle avait oublié mon existence. Oh, dit-elle, tu ne m'as pas envoyé de texto. Marcus a juste esquissé ce même sourire, m'a tapé dans le dos et a dit, Adler, toujours à l'heure. J'adore. J'ai étouffé un malaise. Le baiser qu'elle m'a donné était léger, distant, mais je lui ai rendu son baiser. La vraie rupture ne s'est pas produite dans une scène dramatique. Pas de porte claquée, pas de confrontation. C'est venu par couches. La façon dont elle a commencé à laisser son ordinateur portable fermé sur moi. Comment Marcus a commencé à abandonner nos soirées poker hebdomadaires. Comment Clary travaille tard, des week-ends entiers. Je préparais toujours le dîner. Je l'attendais toujours. Je jouais toujours le rôle de l'homme qui croyait, jusqu'à ce qu'un soir, je rentre chez nous et que son placard soit à moitié vide. Sa bague avait disparu du plat à côté de l'évier. Pas de mots, pas d'appel, juste une absence. Un silence qui résonnait dans chaque pièce. Marcus n'a pas répondu à mes appels pendant 2 jours. Puis, le matin de ce qui était censé être notre dîner de fiançailles, mon téléphone a sonné avec une notification. LinkedIn, Clara avait publié une photo. Elle et Marcus, bras dessus bras dessous, à un gala technologique. Sous-titré, Quand les visions s'alignent et que l'amour suit, dièse couple puissant dès l'année. Les commentaires étaient remplis de félicitations, de cœurs et d'émojis de feu. Je fixais l'écran, essayant de respirer,
essayant de croire que ce que je voyais n'était pas réel, mais si. C'était réel, et c'était définitif. Je n'ai pas répondu, je n'ai pas commenté. J'ai éteint mon téléphone, je suis sorti de l'appartement que nous partagions et je suis resté planté sur le trottoir pendant ce qui m'a semblé des heures. Entre incrédulité et rage, j'ai ressenti autre chose. Un détachement, comme si une corde avait été coupée. Je n'avais pas seulement le cœur brisé. J'étais indomptable. Mais même là, même avec ses doigts tenant encore métaphoriquement les limites de mon avenir, je n'ai pas crié. Je n'ai pas maudit son nom. Je ne les ai pas traqués ni errés sur les réseaux sociaux. J'ai simplement déambulé dans la ville, passant devant tous les endroits où nous avions créé des souvenirs, devant notre librairie préférée, le parc où nous faisions semblant d'avoir du temps, devant le café où elle m'avait embrassé pour la première fois un après-midi pluvieux. J'ai marché jusqu'à ce que la douleur se transforme en engourdissement, jusqu'à ce que son étreinte se desserre enfin. Et de retour à l'appartement où j'étais désormais seul, j'ai fait mes bagages. Pas les siens, juste les miens. J'ai pris le congé qu'elle avait oublié être à mon nom, j'ai appelé le propriétaire et j'ai mis fin à la relation. J'ai laissé derrière moi le canapé que nous avions acheté ensemble, les couverts de sa mère, les photos sur le réfrigérateur. J'ai tout laissé parce que, quel que soit l'avenir que Clara avait imaginé, elle était la bienvenue, mais je n'y étais pas inclus. Ce soir-là, j'ai réservé un aller simple pour la côte. Non pas parce que j'avais un plan, mais parce que rester signifierait vivre dans les décombres. Je n'allais pas être l'un de ces hommes assis dans les cendres à revivre ce qu'il a perdu. Si Clara et Marcus voulaient faire la une des journaux, qu'ils le fassent. J'en avais assez d'être la vedette de leur histoire. Il était temps de commencer à écrire la mienne. Et pour cela, j'avais besoin de distance. J'avais besoin d'air. J'avais besoin de ce genre de début qui ne s'accompagne ni d'une bague, ni d'un toast, ni d'un hashtag. Juste du silence et de l'espace. Le genre de départ sur lequel on construit un véritable avenir. Un avenir qu'elle ne pourrait plus jamais toucher. Tout a commencé petit. Si petit que je me sens bête maintenant de ne pas l'avoir remarqué. Un texto oublié. Une réunion de dernière minute. Clara disant, on a juste perdu la notion du temps, avec cette voix enjouée qu'elle utilisait quand elle voulait que je laisse tomber un sujet. Et je l'ai fait. Je laissais tomber à chaque fois parce que je lui faisais confiance, car elle ne m'avait jamais donné de raison de ne pas le faire, jusqu'à ce que Marcus commence à venir plus souvent qu'il n'aurait dû. Toujours un ordinateur portable sous le bras et cette lueur affamée dans le regard, celle qu'il arborait dès qu'il flairait une opportunité commerciale. Je l'avais vu ainsi lors de réunions de pitch, d'événements de réseautage, et même une fois à une table de poker, lorsqu'il s'est rendu compte que son voisin ne savait absolument pas bluffer. Clara et Marcus se connaissaient professionnellement depuis un moment. Même cercle d'accélérateurs, mêmes investisseurs, mais je n'aurais jamais imaginé que leur collaboration s'étendrait au-delà de la salle de conférence ou de notre appartement. Je me souviens d'une nuit en particulier. Clara avait envoyé un texto pour dire qu'elle était coincée dans une réunion de dernière minute avec une société de capital risque du South Slope. Il était presque 23 heures. J'avais déjà dîné seul, débarrassé les assiettes et je restais assise à fixer la porte, attendant d'entendre ses clés teintées dans la serrure. Elles ne l'ont jamais fait. Le lendemain matin, elle est entrée avec une odeur de shampoing d'hôtel et a à peine touché au café que je lui avais préparé. « Tu as l'air fatigué ?» a-t-elle dit. J'ai hoché la tête, ravalant les mots qui me serraient les dents. Une semaine avant notre dîner de fiançailles, les excuses se sont multipliées. Marcus m'aide à restructurer notre modèle de tarification. Marcus dit que notre taux de consommation aurait besoin d'une deuxième paire d'yeux. Marcus pense que nous devrions tenter quelque chose d'audacieux pour la conférence d'Alphacon. Marcus, comme s'il était soudain devenu son miroir et que j'étais devenu l'homme qui préparait le café en coulisses pendant qu'il bâtissait un empire sans moi. Je me disais que c'était de la paranoïa, que je réfléchissais trop, qu'il poursuivait juste une vision ensemble, mais au fond, quelque chose clochait, quelque chose d'essentiel. J'ai appelé Marcus une fois cette semaine-là, tard après minuit, juste pour parler, juste pour entendre sa voix et me rappeler que c'était mon ami, mon frère. Il n'a pas répondu. J'ai envoyé un SMS 2 heures plus tard. Désolé, mon pote. Défoncé. À bientôt. J'ai fixé l'écran jusqu'à ce que les lettres deviennent floues. À bientôt. Cette phrase m'a fait l'effet d'un parapluie tendu par un ouragan. La veille de notre dîner de fiançailles, tout a basculé. Clara a disparu.
pas de SMS, pas d'appel, rien. Je suis allé seul au restaurant, espérant qu'elle franchirait la porte, même si c'était avec des excuses que je ne savais pas encore comment recevoir. Mais elle n'est jamais venue. Les gens posaient des questions polies. Ma mère m'a regardé avec 1000 inquiétudes silencieuses dans les yeux. J'ai dit qu'elle devait avoir une urgence. Des problèmes de travail, n'importe quoi. J'ai souri, serré des mains, porté un toast. Seul. Puis, le lendemain matin, je l'ai vu, une publication LinkedIn. Ils étaient là, Clara et Marcus, bras dessus bras dessous, sous une bannière dorée sur laquelle était écrit « Tech Disruptor Gala ». Elle portait la robe en soie verte qu'elle avait dit garder pour notre lune de miel. Lui, le smoking bleu marine qui, comme il l'avait dit en plaisantant, lui donnait l'air de diriger Wall Street. Leur flûte teintait au milieu d'un rire, les yeux pétillants. Et la légende, quand la vision s'harmonise et que l'amour suit, fier d'annoncer notre nouvelle aventure. Hashtag couple puissant de l'année hashtag startup et amour. Je n'ai pas bougé. J'avais l'impression que mon corps s'était transformé en pierre. Pas le bon genre. Le genre qui craque sous la pression. Le genre qui vous pèse jusqu'à vous empoisonner les pensées. J'ai parcouru les commentaires, chacun creusant un trou plus profond. Finalement, vous êtes tous les deux invincibles. Match a créé un paradis de l'innovation. Je ne me retrouvais pas dans cette histoire. Je n'étais même pas une note de bas de page, juste un brouillon oublié dans le pitch deck final de quelqu'un d'autre. Marcus m'a ghosté. C'est aussi simple que ça. Pas d'excuses, pas d'explications, j'ai juste disparu comme un mail effacé. Et Clara, elle m'a bloqué sur tout en 24 heures. Comme si j'étais le problème, comme si je l'avais retenu depuis le début. J'ai essayé de l'appeler une fois, une seule fois. Elle n'a pas décroché. La messagerie a bipé et je me suis retrouvé à prononcer son nom dans le vide, suivi d'un silence. Je ne savais pas ce que j'attendais de cet appel. Une conclusion, de la rage, une raison. Mais tout ce que j'ai entendu, c'est le son de ma propre respiration. Le son triste qui vous dit que c'est la fin, qu'on le veuille ou non. Je n'ai pas mangé pendant 2 jours. Je n'ai pas bien dormi pendant 5. J'ai juste fixé le plafond, l'écran de télévision vide, mon propre reflet, et puis quelque chose a changé. Le 6e matin, je me suis mis devant le miroir et je me suis regardé. Non pas l'homme qu'ils avaient laissé derrière eux, mais l'homme qui avait encore de l'air dans les poumons et du sang dans les veines. L'homme qui pouvait soit endurer cette trahison, soit s'en sortir. J'ai pris mon sac, pris juste ce dont j'avais besoin et je suis sorti. Cet appartement en contenait trop. Trop d'échos de ce que nous avions failli construire. Je ne pouvais pas rester. Les murs semblaient complices. La cuisine sentait encore son parfum. Même le lit semblait leur donner raison. Alors, je suis allé dans la chambre d'amis, j'ai dormi sur un futon, j'ai mangé une pizza froide et, pour la première fois depuis des mois, j'ai commencé à ressentir une certaine lucidité. Les gens murmuraient, bien sûr. La pitié était offerte comme un bonbon. Tu ne méritais pas ça, disait-il. Elle le regrettera. Mais je ne voulais pas de pitié. Je ne voulais pas non plus de leur haine. Ce que je voulais, c'était de l'air. Je voulais me souvenir de qui j'étais avant leur gros titre et leur hashtag. Je voulais cesser d'entendre le rire de Clara dans mes rêves et la voix de Marcus dans ma colonne vertébrale. Je devais arrêter de revivre le moment où je les avais présentés pour la première fois et de me demander si c'était la balle que je leur avais moi-même tirée. Alors, j'ai supprimé le message, je les ai tous deux retirés de mon réseau. Non pas par dépit, mais par liberté. J'avais besoin qu'ils disparaissent. Pas seulement de mes écrans, mais de mon sang, de mon histoire. L'effondrement n'a pas été soudain. Il a été lent. Comme un immeuble aux fondations pourries. Il s'effondre. Il penche. Et puis un jour, il s'effondre sans un bruit. C'était nous. C'était moi. Et j'ai laissé tomber brique par brique. Parce que si tout pouvait être pris avec un message et une séance photo, alors ce n'était pas réel au départ. Et je méritais quelque chose de vrai. Je n'ai rien cassé. Je n'ai pas crié, je n'ai pas pleuré en public, je ne les ai pas appelés ivres ni débarqué à leur bureau. La rage était là, vive et mordante, mais elle n'a pas explosé. Elle s'est repliée sur elle-même, s'est déposée comme des charbons ardents dans ma poitrine. Et au lieu de la laisser me réduire en cendres, je l'ai laissé forger quelque chose de plus silencieux, de plus tranchant.
J'ai quitté cet appartement avec le calme qui n'arrive que lorsqu'on a dépassé le stade de l'affection. Je n'ai même pas attendu la fin du bail. Il était toujours à mon nom. Clara n'avait jamais pris la peine de le modifier. J'ai donc appelé le propriétaire, rendu les clés et lui ai dit qu'il aurait des problèmes juridiques si quelqu'un restait plus d'une semaine. J'ai laissé les meubles, le matelas, le tableau qu'elle adorait. Même l'air était vicié, marqué par trop de souvenirs de son rire matinal et de son silence nocturne. Je n'ai emporté que mes vêtements, mes livres et mes outils. Ces morceaux de moi qui n'avaient pas été façonnés par eux. Je me souviens parfaitement du trajet en Uber jusqu'à l'aéroport. Le chauffeur a bavardé, m'a demandé où j'allais. J'ai menti et répondu, des vacances. Il a souri et hoché la tête, imaginant probablement que je courais vers quelque chose de beau. Mais la vérité, c'est que je fuyais l'effondrement, le trou noir qui s'était formé au centre de ma vie, les gens qui, je pensais, seraient à mes côtés à 35 ans. Je ne partais pas en vacances. J'allais disparaître. Je n'avais aucun plan, juste un billet pour la côte. Quelques semaines d'indemnité de départ d'un contrat que j'avais terminé plus tôt que prévu et assez d'amertume pour remplir un bagage à main. Quand j'ai atterri à Harborview, une petite ville côtière aux falaises qui semblait avoir été sculptée par des dieux rancuniers, je ne connaissais personne. C'était là le but. J'ai trouvé une location à court terme, quelque chose de modeste avec des planchers grinçants et de la peinture écaillée. Elle donnait sur les quais. Les bateaux de pêche allaient et venaient avec une précision irréprochable, indifférents au drame des gens. Cette indifférence m'a sauvé. Je suis resté silencieux, je suis resté seul. Je me levais à 5 heures, je courais le long de la falaise jusqu'à en avoir mal aux poumons, puis je revenais postuler à des emplois qui ne m'intéressaient pas. Je passais mes après-midi à la bibliothèque locale, à lire des études de cas et des livres de commerce, à prendre des notes dans les marges, à me reconstruire à partir de zéro. Les gens me taquinaient en apprenant l'histoire. Tu dois te sentir tellement trahi, disait-il. J'acquiesçais. Je les laissais s'apitoyer sur mon sort. Ils me tendaient leur sympathie comme un lot de consolation. Mais intérieurement, j'étais déjà en train de changer. Je savais quelque chose qu'ils ignoraient. La capacité de partir sans se retourner. C'était ça, le pouvoir. C'était ma première victoire. 2 mois plus tard, il y a eu un moment qui a tout changé. J'étais sur le quai, à regarder une équipe décharger des caisses métalliques, des matériaux industriels pour l'agrandissement du chantier naval. Le contremaître, un certain Ellis, hurlait sur un jeune ouvrier qui n'arrivait pas à comprendre un système de poulies. Je suis intervenu, non pas par souci pour moi, mais parce que voir quelqu'un tâtonner avec les angles de levier me faisait mal au cerveau d'ingénieur. J'ai montré au jeune une meilleure méthode, lui ai expliqué le point d'équilibre et la résistance au couple. Ellis m'observait. Puis il a dit, « Tu cherches du travail ?» Tout a commencé modestement, par un petit boulot de consultant à temps partiel en conception de chargement. Puis, j'ai été impliqué dans le processus de conception industrielle pour de nouveaux aménagements d'entrepôts. Cela m'a conduit à un contrat avec Harborview Logistique et, soudain, je n'étais plus le type qui se cachait derrière des tasses à café et des courses froides. Je construisais à nouveau, non seulement à partir de plans et de spécifications, mais aussi en moi-même. J'ai commencé à mieux manger, à mieux dormir. J'ai coupé les ponts avec tous ceux qui ne me connaissaient que comme le fiancé de Clara. J'ai arrêté de consulter leurs réseaux sociaux, de me demander ce que Marcus faisait de mon ancienne vie. Elle ne m'appartenait plus. Et plus tôt j'acceptais cela, plus j'avais de marge de manœuvre pour créer quelque chose de mieux. C'est là que m'est venue l'idée de Clay Enfield. Elle est venue pendant une tempête. Un vent côtier violent a renversé un vieux hangar à marchandises que nous renforcions. J'ai esquissé un meilleur système de soutien cette nuit-là, un système capable de s'adapter au vent au lieu de le combattre. Ce croquis s'est transformé en prototype, puis en proposition, puis en financement. En un an, j'avais des partenaires, des ingénieurs et des architectes discrets et brillants, qui se fichaient des gros titres et des histoires de start-up. Juste un objectif, de la précision, résoudre des problèmes. Chez moi, on commençait à entendre des rumeurs. Il est à Harborview maintenant. N'a-t-il pas créé une entreprise? J'ai entendu dire qu'il travaillait à l'international, mais je ne les ai pas rappelés. Je n'étais pas présent au mariage ni aux réunions. J'en avais assez d'être l'homme que les gens taquinaient ou sur qui on chuchotait. Je construisais quelque chose qu'ils ne pouvaient pas toucher. Une vie sans empreinte digitale, si ce n'est les miennes. Et c'était ça, la victoire. Partir, recommencer,
non pas bruyamment, non pas pour prouver quelque chose, mais parce que c'était le seul chemin qui me permettait de respirer à nouveau. Les gens pensent que la vengeance se résume à des retours spectaculaires, des révélations explosives, mais au vrai pouvoir, à la vraie paix. C'est emprunter une voie différente et ne jamais regarder en arrière. Je n'ai pas quitté Harborview pour fuir éternellement. Je suis parti pour retrouver la version de moi-même qui existait avant eux. Avant que l'ambition de Clara n'éclipse son amour. Avant que Marcus ne choisisse l'opportunité plutôt que la loyauté, cet homme n'était pas naïf. Il n'était pas amer. Il était juste inachevé. Et partir était la première étape vers sa réalisation. Alors, quand je raconte cette partie de mon histoire. Aujourd'hui, je ne parle pas de chagrin. Je parle de choix. Le choix de partir discrètement, de ne pas s'engager, de ne pas chercher de réponse auprès de ceux qui avaient déjà exprimé clairement les leurs. J'ai choisi le silence plutôt que le spectacle, la distance plutôt que la destruction. Et de ce silence, j'ai construit quelque chose d'inébranlable. On dit que la première victoire après une défaite, c'est la survie. Mais la mienne ne consistait pas seulement à survivre. C'était à me reconquérir complètement, sans complexe, et sans leur permission. Harborview est devenu plus qu'un refuge. C'est devenu l'endroit où je me suis reconstruite, un plan à la fois. Au petit matin, avant que le brouillard ne se lève des falaises, je courais sur le même chemin, traçant une boucle qui coupait les falaises et revenait en boucle le long des chantiers industriels. L'air salin, les cris des goélands, le fracas rythmé des vagues, tout cela faisait partie de mon rythme. Me ressouder là où Clara et Marcus m'avaient déchiré. J'ai accepté un poste d'analyste structurel pour une entreprise de logistique de taille moyenne installée dans un ancien entrepôt naval. Le travail était exigeant, souvent négligé par l'élite technologique, mais honnête. Il me fallait regagner ma crédibilité, non pas avec des idées tapas accent grave-l'œil, mais avec constance. Discrètement, je me suis présenté. J'ai corrigé des schémas défectueux, réécrit des protocoles de sécurité obsolètes et proposé de nouveaux matériaux réduisant les coûts et augmentant la stabilité. Je n'arrivais plus en costume. Je portais des bottes et une chemise de travail retroussée, les mains tachées de graisse et l'esprit serein. C'était physique. C'était réel. Et cela me ramenait à quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années. Un but sans prétention. Mes nuits étaient passées différemment. Au début, j'étudiais pour me distraire. Le droit des affaires, les réglementations internationales, l'architecture modulaire, tout ce qui pouvait m'occuper les mains et me distraire de ce que j'avais laissé derrière moi. Mais petit à petit, les études ont pris une autre dimension. Je posais les bases de quelque chose de plus grand que des contrats et des itinéraires maritimes. Mes carnets étaient remplis de croquis, d'idées de logements durables, d'espaces de travail modulaires, d'installations mobiles conçues pour les zones à risque. Je voulais construire non seulement pour le profit, mais aussi pour la résilience, pour les gens qui reconstruisaient leur vie. Tel que j'étais. 3 ans après avoir quitté Chicago, j'ai lancé Clay & Field. Le nom est venu d'une métaphore qui m'est restée en tête lors d'un de ces joggings matinaux, Clay, malléable, capable de tout transformer lorsqu'on la façonne avec un but précis. Field, ouvert, ancré, avec un potentiel sous la surface. Clay & Field est né de ces deux idées, transformer ce qui est cassé et planter ce qui peut pousser. Tout a commencé comme un petit groupe de consultants. Juste moi et 2 collègues de la faculté de médecine, Élise et Marin. Tous 2 brillants, tous 2 authentiques. Pas de CV encombré. Pas d'ego traînant derrière eux comme des bagages lourds. Nous avons loué un bureau étroit au-dessus d'une boulangerie qui sentait la cannelle et le vieux bois. Le sol craquait et le Wi-Fi tenait à peine la route les jours de pluie. Mais nous nous sommes investis dans cet espace. Nous avons créé des designs capables de résister aux ouragans et aux zones de guerre. Nous n'avons pas présenté nos projets à des investisseurs en costume-cravate. Nous les avons présentés à des associations, des collectivités locales, des organisations humanitaires. Nous ne cherchions pas à devenir la prochaine licorne. Nous essayons de créer des choses qui ne se briseraient pas avec le monde. Au début, les gens ne comprenaient pas. On était en passe de devenir millionnaire avant 30 ans. Un jour, quelqu'un de mon passé m'a envoyé un message, « Pourquoi concevez-vous des cliniques mobiles et des zones inondables ?» Je n'ai pas répondu. Non pas parce que je n'avais pas de réponse, mais parce qu'il ne comprendrait jamais. La richesse sans sens avait failli me détruire. Maintenant, je construisais du sens et la richesse suivait lentement mais sûrement. L'entreprise s'est discrètement développée, d'abord à San Diego,
puis à Dar es Salaam, puis à Lisbonne. Non pas parce que je courais après des opportunités, mais parce que nous résolvions de vrais problèmes. Mon téléphone s'est remis à sonner. Des gens de cet ancien monde, les cercles de capital risqueurs, les journalistes spécialisés dans les startups, et même l'ancienne assistante de Clara, ont commencé à me solliciter pour des devis, des interviews, des podcasts. J'ai refusé la plupart d'entre eux. Je ne construisais pas pour les applaudissements. Je construisais parce que cela me ressaisit. Chaque plan, chaque boulon, chaque rivet d'un abri modulaire que nous avions expédié en Indonésie me rappelait que j'avais transformé ce qu'ils pensaient être ma fin en un commencement. Le secret de tout recommencer, c'est que le silence est une leçon. J'ai appris à vivre sans validation constante. J'ai appris à me défaire du ressentiment, non pas parce qu'ils méritaient le pardon, mais parce que je méritais la paix. Je ne tressaillis plus à leur nom. Je ne me remémorais plus ce que j'aurais pu faire différemment, car la vérité était que si Clara avait pu être enlevée, elle n'avait jamais vraiment été à moi. Et si Marcus avait pu me trahir pour une chance de prestige, alors il n'avait jamais vraiment été mon ami. Un soir, après une visite touristique au Portugal, je me suis retrouvé seul sur un toit surplombant la ville lorsque je me suis effleuré la mâchoire, les lumières en contrebas étant douces et diffuses. Je ne pensais pas à Clara. Je ne pensais même pas à Marcus. Je pensais à un garçon d'Alep qui allait dormir dans une structure que j'avais aidé à concevoir, une capsule résistante aux intempéries et au feu, assemblée en moins de 3 heures. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé que j'avais construit quelque chose d'irréparable. Quelque chose qui ne dépendait pas de qui j'étais. Quelque chose qui m'appartenait irrévocablement. L'argile et les champs sont devenus plus qu'un simple commerce. C'est devenu un mouvement. Nous avons formé des réfugiés à construire leur propre maison. Nous avons embauché des locaux. Nous avons refusé les salaires exorbitants et les titres vides de sens. Notre conseil d'administration n'était pas rempli d'influenceurs. Il était composé de personnes qui résolvent les problèmes. Et nous ne nous sommes jamais présentés comme des sauveurs. Nous étions juste des bâtisseurs silencieux et acharnés. Il y a une force qui naît du fait de créer quelque chose de ses propres mains. Pas de code, pas de concept. Quelque chose que l'on peut toucher, habiter, traverser. 7. Force est devenue mon identité. Je n'avais pas besoin d'écrire des essais sur mon retour. Je n'avais pas besoin de publier des photos avec des légendes inspirantes. Je laissais simplement parler le travail. Des années plus tard, lorsque j'ai finalement cherché Clara sur Google par curiosité, j'ai revu leur visage. Elles intervenaient lors d'une conférence à Dubaï, un large sourire sur scène, leur biographie gonflée d'indicateurs de réussite et d'autocongratulation. Je n'ai ressenti rien. Ni amertume, ni envie, juste de la distance. Comme si je fixais la photo d'inconnu qui m'avait un jour croisé dans un aéroport. Parce que ce que j'avais maintenant, il ne pouvait pas l'atteindre, ne pouvait pas l'acheter, ne pouvait pas le simuler. Ce que j'avais construit de mes mains n'a pas seulement changé ma carrière, il m'a changé. Et c'était le plus puissant de tout. J'ai rencontré Sienna un soir où j'ai failli ne pas y assister. Je venais de terminer un projet exténuant de 3 semaines au Cap-Vert. Des salles de classe modulaires construites sur un terrain si instable qu'on avait l'impression de tenir de l'acier en équilibre sur du sable. J'étais fatigué, pas seulement dans mes os, mais aussi dans ma tête. J'avais envie de calme, peut-être d'une longue sieste et d'un verre de Malbec sur le balcon de mon hôtel. Mais Ellis avait insisté. « Viens à cette foutue collecte de fonds », avait-il dit. « Tu portes les mêmes bottes depuis des jours. Enfile un blazer et souviens-toi que tu es toujours un être humain. » Alors je suis allé à Lisbonne, une collecte de fonds privée nichée dans une villa centenaire qui sentait la fleur d'oranger et le vieux bois. Le genre d'endroit où le champagne se remplissait tout seul et où les amuse-gueules semblaient dignes d'être conservés dans des vitrines. J'ai serré quelques mains, hoché la tête à des noms que j'avais entendus murmurer dans les cercles du développement économique, et je suis resté au fond. Je n'étais plus doué pour le spectacle. J'étais celui qui construisait des choses en silence, pas celui qui se vantait d'indicateurs d'impact à qui voulait l'entendre. Et puis j'ai entendu sa voix. Ni forte, ni exigeante, juste claire, constante. Elle perçait le bruit comme la première brise après une tempête. Elle s'adressait à un petit cercle d'hommes qui semblaient venus faire un don par culpabilité. Le problème n'est pas l'innovation. Elle disait que c'est l'application. Nous avons la technologie pour résoudre 10 fois la crise du logement. Ce qui nous manque, c'est l'infrastructure pour l'appliquer là où c'est important.
Les camps de réfugiés n'ont pas besoin de maisons intelligentes. Ils ont besoin d'une logistique intelligente. Je me suis retourné. Elle était là. Dr Sienna Marot. J'avais lu ses articles. J'avais suivi ses conférences de loin comme un fan qui n'aurait jamais cru croiser la route de quelqu'un de sérieux. Économiste et stratège américano-nigériane. Le genre d'esprit qui ne se contentait pas d'identifier les problèmes mondiaux, mais qui les découpait avec une précision chirurgicale. Et elle était là, debout à 1 mètre du plateau de crevettes, démantelant des décennies d'ego bureaucratique avec rien d'autre que des faits sereins. J'ai attendu que le groupe se disperse, puis je suis intervenu, non pas pour un argumentaire, ni pour un compliment, mais pour une question. Que construiriez-vous si la bureaucratie n'existait pas? Elle s'est retournée, et je jure que son regard s'est arrêté une demi-seconde, comme si elle me jaugeait. Non seulement pour entendre les mots, mais pour en évaluer l'intention. Puis elle a souri. Des refuges qui s'adaptent. Des écoles qui se développent. Des systèmes qui ne s'effondrent pas sous la pression. Toi, je construirais des maisons, j'ai dit qu'elles survivraient au traumatisme. Nous avons discuté pendant 2 heures. La nourriture a changé. La musique a changé. Le ciel dehors s'est teinté de violet. Et nous sommes restés au balcon, sans chercher à nous impressionner, juste à discuter. Elle ne s'intéressait pas au capital. Elle n'était pas éblouie par les statistiques ou les parts de marché. Elle m'a posé des questions sur la théorie du design, sur la dignité et le déplacement, sur comment donner à une structure une dimension d'espoir plutôt que de confinement. Je lui ai parlé d'argile et de terrain, de Harborview, de m'éloigner du monde auquel je pensais appartenir et de trouver quelque chose de meilleur dans le silence. À la fin de la soirée, elle m'a tendu sa carte. Pas de fioriture, pas de flirt, juste un geste discret de confiance. Je veux te montrer quelque chose, a-t-elle dit. Une proposition. L'ONU a besoin d'un nouveau cadre pour les zones de développement communautaire prioritaires et je pense que tu pourrais nous aider à le construire. Nous nous sommes revus 2 jours plus tard. Cette fois, dans son bureau à Genève, un espace minimaliste rempli de livres, de cartes et d'une photo en noir et blanc de son défunt père, un professeur qui avait bâti sa carrière en défendant les droits fonciers en Afrique de l'Ouest. Sienna n'était pas seulement intelligente. Elle était animée par son héritage. Elle le portait comme une armure, mais ne l'utilisait jamais pour se protéger du monde. Elle fonçait droit dans le chaos, retroussait ses manches et commençait à le réparer. À la moitié de notre 2e rencontre, je savais déjà que je la voulais dans ma vie. Pas comme partenaire pour une demande en mariage, mais comme partenaire en tout. Elle était différente de Clara à tous les égards. Là où Clara avait besoin d'être vue, Sienna avait besoin de voir. Là où Clara utilisait le pouvoir pour contrôler une pièce, Sienna utilisait la clarté pour inviter les autres à entrer. Avec Clara, j'avais toujours l'impression de devoir rattraper mon retard. Avec Sienna, je me sentais enfin apaisée, non pas stagnante, mais enracinée. Notre collaboration a débuté avec un projet, une initiative de logement durable pour les communautés déplacées du nord du Mali. Mais cela ne s'est pas arrêté là. Les appels hebdomadaires sont devenus quotidiens. Les réunions se sont transformées en dîners. Au moment du lancement de la phase 2, je faisais des allers-retours entre Lisbonne et Genève, comme si l'air m'attirait vers elle. Au début, ce n'était pas une question de romance. C'était du respect, de l'admiration, une force d'attraction inattendue, mais impossible à ignorer. Nous nous sommes embrassés pour la première fois sous une lanterne fêlée, devant un chantier de construction au Ghana. L'équipe était allée se coucher. Il n'y avait pas de courant. Nous examinions les résultats d'une enquête à la lampe de poche. Elle a levé les yeux, a souri à une de mes paroles, et le silence entre nous a changé. Ce n'était pas prévu. Ce n'était pas dramatique. C'était doux. Et c'était réel. 1 an plus tard, nous nous sommes mariés. Discrètement. Au Maroc, dans une ville appelée Essaouira, nichée entre ciel et mer. Pas de photographe, pas d'influenceur, juste nous, quelques amis proches, et une promesse gravée dans la simplicité. Elle portait une robe en lin blanc. Je portais le même blazer que le soir de notre rencontre. Nous avons échangé nos vœux à l'aube sur le toit d'un riad, le vent pour témoin. Nos vies se sont fusionnées comme si elles avaient toujours été faites ensemble. Nous avons lancé le projet Stillwater, un groupe de réflexion axé sur les stratégies de reconstruction axées sur la communauté. Notre objectif n'était pas seulement de concevoir des bâtiments. Il s'agissait de restaurer l'autonomie.
Nous avons collaboré avec des dirigeants locaux. Nous avons écouté plus que parlé et, ensemble, nous avons créé un changement qui n'avait pas besoin d'être mis en lumière. Il lui fallait juste des racines. Les gens ont fini par le découvrir. Les magazines publient des nominations pour des prix. Quelques titres ont tenté de présenter cela comme un arc de rédemption. Un homme abandonné devient un bâtisseur mondial, ou quelque chose de ce genre. Je l'ai ignoré. Elle aussi. Notre histoire n'était pas une histoire de vengeance. C'était une histoire de résonance. Clara et Marcus ne me traversaient plus l'esprit. Ils étaient devenus un bruit de fond lointain, des parasites d'une autre vie. J'avais dépassé la fréquence sur laquelle ils vivaient. Avec Sienna, je n'étais pas seulement guéri. J'étais transformé. Le monde que nous façonnions ensemble n'était pas réactionnaire. Il était révolutionnaire. J'avais bâti mon entreprise sur les cendres d'une trahison. Mais avec Sienna, j'ai construit quelque chose d'encore plus fort. Une vie sans fantôme dans les murs. Que de la lumière, que de l'héritage, que de l'avenir. Nous nous sommes mariés au Maroc sous un ciel rouillé qui semblait s'étendre à l'infini. Pas de drone, pas de couverture exclusive, pas de contrat de marque dissimulé dans des compositions florales. Juste nous, une poignée d'amis déterminés, bruts et authentiques. Je portais un simple tailleur en lin, de ceux qu'on transpire sans regret. Sienna marchait pieds nus sur un chemin de grès, sa robe blanche flottant au vent comme un murmure. Il n'y avait pas de musique, seulement le bruit des vagues qui s'écrasaient au loin et le doux rythme de ses pas. Lors de nos vœux, je n'ai pas pensé au passé. Pas une seule fois, ni à Clara, ni à Marcus. C'étaient des ombres de fumée derrière une porte que j'avais scellée et dont je m'étais éloigné. Je ne voyais que la femme devant moi, vive, bienveillante et infinie. Nous n'avons pas perdu de temps après cela. Tandis que certains jeunes mariés s'enfoncent dans la brume des plaisirs post-mariage, Sienna et moi nous sommes mis au travail. Le projet Stillwater est né d'un croquis au dos d'une serviette en papier lors de notre escale à Madrid. Si nous voulons réparer ce qui est cassé dans les zones post-conflit, a-t-elle dit en tapotant son épingle. Nous ne pouvons pas continuer à concevoir comme des colonisateurs. Nous avons besoin d'une architecture centrée sur l'humain, d'éducation et d'abri, de dignité, et non de dépendance. J'ai hoché la tête, visualisant déjà la première construction. Et si les maisons pouvaient être des centres d'apprentissage le jour, des abris la nuit? Ai-je demandé. Ses yeux se sont illuminés. C'est ce que nous avions imaginé, à parts égales d'acier et d'âme. Notre mission était de reconstruire les ruines des régions déchirées par la guerre en utilisant des infrastructures qui non seulement résistent, mais qui permettent d'enseigner, de guérir et d'évoluer. Nous avons collaboré avec des communautés en Syrie, au Mali et dans le nord de la Colombie. Nous avons embauché des maçons et des ingénieurs locaux, formé des adolescents à l'affichage et utilisé des logiciels de conception 3D, et créé des unités éducatives mobiles capables de suivre les déplacements des camps. Ce n'était pas glamour. Nous ne faisions pas de conférences TED ni de sites web tape à accent grave-l'œil avec des mots à la mode. Nous étions sur le terrain, bottes et bout, les mains dans les plans, et le cœur profondément plongé dans le travail. C'est drôle ce qu'on oublie quand on est obsédé par le sens. J'avais oublié ce qu'était le chagrin. J'avais oublié combien de temps j'avais mesuré ma valeur à travers le regard d'autrui. J'avais même oublié la douleur de la trahison de Marcus, le couteau tordu du silence de Clara. Il s'évanouissait comme de mauvais rêves que j'avais cessé de raconter. Il ne me restait qu'un profond sentiment de satisfaction chaque fois qu'un chef de village me serrait la main. Chaque fois que Sienna et moi nous tenions au milieu d'une foule d'enfants apprenant dans une structure que nous avions contribué à construire. Nous travaillions parfois tard dans la nuit, entourés de cartes, de chiffres et de traductions en dialecte local, débattant du poids de la tôle ondulée par rapport aux briques d'argile comprimées. Elle griffonnait des équations sur mon bras quand le bloc-notes manquait de place. Je préparais du thé comme elle l'aimait, à la menthe poivrée et au gingembre. Nous n'étions pas seulement partenaires en affaires, nous étions le rythme. Lorsqu'elle s'endormait sur le canapé, je la couvrais de la couverture tissée que nous avions achetée à Essaouira, celle qui, selon elle, était synonyme de paix et de tissu. Et le meilleur, c'est que nous n'avions pas besoin de nous produire l'une pour l'autre. Je n'avais pas besoin de prouver que j'étais guéri. Elle n'avait pas besoin de faire semblant d'être impressionnée par des titres ou des relations. Nous nous sommes soutenus mutuellement discrètement. J'ai réparé son ordinateur portable quand le clavier est resté bloqué. Elle a revu mes contrats quand j'ai douté de moi. Nous n'en avons jamais fait étalage. Il n'y avait pas de tableau de bord, juste un échange incessant de confiance et d'énergie.
Ce genre d'amour, il ne flambe pas, il se stabilise. Mais la paix a une étrange façon d'être interrompue. C'est au début du printemps, lors d'un sommet à Genève, que j'ai vu le nom sur la liste des intervenants, Marcus Den, fondateur de Capital Craft Venture. Sujet, développer l'innovation par la disruption. J'ai failli rire. La même disruption qu'il avait utilisée pour me voler mon avenir avait maintenant une place pour une conférence. Sa biographie était pleine de mots à la mode et d'absurdités autocongratulatrices, mais j'ai ensuite vu le nom à côté du sien, Clara Vance, directeur technique de Claritech Solutions. Je l'ai scruté un moment. C'était comme se voir dans un miroir déformant, déformé, distant et étrangement hors sujet. J'ai fermé le programme. Je n'en ai pas parlé à Siena. Ce n'était pas important, du moins je le pensais. Quelques semaines plus tard, une invitation est arrivée. Un de ces galas prestigieux où les magnats de la technologie prétendaient sauver le monde en smoking tout en sirotant des cocktails plus chers que ceux que certains gagnaient en un mois. Nous étions toutes les deux invitées à prendre la parole, Siena comme conférencière de clôture, et moi comme intervenante sur les stratégies de conception résiliente. Stillwater avait gagné en popularité d'une manière que nous n'avions pas prévue. J'hésitais. « Tu es sûr de vouloir y aller ?» lui ai-je demandé. Elle a souri doucement en effleurant mon col. « Ils seront là, n'est-ce pas ?» J'ai hoché la tête. Elle n'a pas bronché. Alors allons leur rappeler qui nous sommes devenus. Le soir du gala, je l'ai regardée traverser la salle avec une grâce naturelle. Elle portait une robe bleu nuit, les cheveux tirés en arrière, son expression mêlant intelligence et chaleur. Les gens s'écartaient pour la saluer, non par peur ou par célébrité, mais par respect. Je me tenais à ses côtés, vêtu d'un costume noir sur mesure. Je portais un costume, je n'étais plus un homme autrefois abandonné. J'étais un bâtisseur, un mari, un visionnaire, à en croire de nombreux profils relayés par les médias. Mais dans cette pièce, je n'étais que son partenaire. Je ne cherchais ni Clara ni Marcus. Je n'en avais pas besoin. Le passé a toujours le don de s'annoncer. Nous étions près de l'arche centrale lorsque j'ai senti la main de Siena se resserrer légèrement autour de la mienne. Je me suis retourné et ils étaient là. Clara en robe à paillettes dorées, toujours élégante, mais plus petite que dans mes souvenirs. Marcus avec des mèches grises dans la barbe, son sourire un peu trop large. Ses yeux me scrutaient comme si j'étais un test qu'il pensait avoir déjà réussi. Il s'est approché d'un pas nonchalant, la main dans la bouche avec l'assurance d'un homme qui n'a jamais appris à décrypter une pièce. « Tiens, tiens », a-t-il dit d'une voix teintée d'ironie. « Je ne m'attendais pas à te voir ici. Je croyais que tu étais parti construire des tentes dans le désert, ou quelque chose comme ça. » Il rit de sa propre blague. Clara resta silencieuse. Je ne sciais pas. Je me tournai simplement vers Siena, lui serrai la main et répondis, « Mon amour. » Voici Marcus et Clara, ma vieille amie et ex-fiancée. Elle s'avança avec un sourire si doux qu'on aurait dit celui de Velvet. Docteur Siena Moreau, dit-elle en tendant la main. Directeur de l'innovation mondiale, E1, fondateur de Stillwater, et sa femme. J'ai assisté à la scène. La reconnaissance, le dénouement, le sourire de Marcus s'est évanoui. Les lèvres de Clara s'entr'ouvrirent légèrement, le souffle coupé. Et pour la première fois depuis des années, je les voyais non pas comme des méchants dans mon histoire, mais comme des gens qui avaient cessé de grandir dès qu'ils avaient choisi le raccourci. Nous ne nous sommes pas réjouis. Nous n'avons pas donné d'explication. Nous n'en avions pas besoin. Nous avions allumé un feu. Pas celui qui brûlait de vengeance, mais celui qui réchauffait, qui durait et qui éclairait la voie à suivre. Et ils ne pouvaient rien faire d'autre que le regarder brûler. Belle, distante et totalement hors de leur portée. Nous sommes arrivés au gala dans une tempête de calme et d'assurance. Ni trop habillé ni tape à accent grave-l'œil, juste précise, intentionnelle. La robe de Siena flottait comme de l'encre sous le clair de lune, sa présence ancrée dans une confiance tranquille. Je portais un tailleur noir classique, sans chercher à prouver quoi que ce soit, juste assez soigné pour rappeler aux gens que je n'avais pas été brisé par les années passées sans moi. En entrant dans l'atrium principal de l'événement, une salle au haut plafond baignée d'une douce lumière ambrée et de reflets cristallins, j'ai balayé la salle du regard et j'ai immédiatement repéré les suspects habituels. Des investisseurs en capital risque en cercle chuchoté, des perturbateurs au sourire coûteux, de vieux amis faisant semblant de ne pas se voir. Et puis il était là, Marcus. Je l'ai vu avant qu'il ne me voie. Il avait à moitié tourné le dos,
riant un peu trop fort au milieu d'un groupe qui avait probablement oublié ce que signifiait construire quoi que ce soit de ses mains. Il n'avait pas beaucoup changé. Même costume coûteux, tailor juste assez serré pour suggérer la jeunesse. La même montre qu'il arborait lors de nos soirées poker. Clara arborait le même sourire suffisant, accroché à son bras comme un accessoire. Sa posture était parfaite. Les épaules en arrière, une coupe de champagne entre deux doigts élégants. Mais son sourire, lui, était creux, distant, presque mécanique. Ses yeux scrutaient la pièce avec une pointe de malaise qu'elle portait mal. La main de Sienna reposait délicatement sur la mienne, lors de son bracelet effleurant ma manchette. Je ne me suis pas crispé. Je n'ai pas bronché. Je leur ai simplement fait un signe de tête. Les voilà, ai-je dit doucement. Elle a jeté un coup d'œil juste assez longtemps pour les observer, puis s'est retournée vers moi. Qu'ils voient, a-t-elle dit simplement. Quelques minutes plus tard, nous avons été entraînés dans une conversation par un collègue du secteur, quelqu'un que je respectais. Sérieux, sans ego, axé sur les résultats. Tandis que nous parlions, j'ai perçu un mouvement du coin de l'œil. Marcus s'approchait seul. Il avançait du pas de quelqu'un habitué à être accueilli et à laisser sa voix porter du poids par sa simple présence. Lorsqu'il s'arrêta devant nous, je la vis. Son hésitation, un éclair, mais elle était là. Adler, dit-il en tendant la main comme si nous étions des frères perdus de vue, réunis autour d'un verre. Je ne m'attendais pas à te voir ici. Tu as travaillé discrètement, dis-je en lui serrant la main avec la fermeté que le respect exige. Ça m'occupe souvent. Il rit gêné, comme s'il essayait de jauger la température de la pièce. Puis il jeta un coup d'œil à Sienna. Et tu dois l'être avant que je puisse répondre. Sienna s'avança avec cette élégance suave qui donnait à chaque présentation des airs de bénédiction. Le docteur Sienna Moreau, directrice de l'innovation mondiale pour l'ONU, et sa femme. On sentait le changement dans l'air. Marcus cligna des yeux. La reconnaissance se lisait sur son visage comme un lever de soleil. Il ne savait pas, ne l'avait pas su jusqu'à maintenant, jusqu'à ce qu'elle le dise. On pouvait presque entendre les rouages grincer dans sa tête tandis que les gros titres, les articles LinkedIn et les annonces de panels s'assemblaient en temps réel. Et voilà, ce regard, cette lueur brisée derrière ses yeux. Il venait de réaliser que l'homme qu'il croyait avoir laissé derrière lui était devenu intouchable. Clara le rejoignit quelques secondes plus tard, ses talons claquant sur le marbre comme des signes de ponctuation sur une phrase qu'elle n'avait pas répétée. Elle me vit, puis Sienna. Son expression se figea l'espace d'un instant avant que son sourire mondain ne revienne. Peint, poli. Fin comme du papier. Eh bien, dit Clara, la voix tendue. Le monde est petit, plus petit quand on le construit soi-même, répondis-je nonchalamment. Sienna ne prit pas la peine de cacher son sourire narquois. Marcus se ressaisit à grands pas. Il faisait toujours de l'architecture et du travail de terrain. J'avais vu quelque chose dans Tech-Human l'année dernière. Clay Enfield, c'est ça? Il essaya de prononcer le nom comme s'il ne lui était pas familier, comme s'il n'avait pas lu tous les articles, essayant de voir si je le mentionnais. De l'eau plate maintenant aussi, dis-je. Nous construisons pour la permanence, pas pour les applaudissements. Clara leva son verre, la lumière illuminant sa bague, grosse, froide, vive. Eh bien, on dirait que tu as progressé. Sienna se tourna vers elle avec un sourire tendre. Il ne progressa pas. Il continua d'avancer, et c'était tout. Pas de gifles, pas de disputes, pas de feu d'artifice, juste un instant, calme et inébranlable, où la vérité se dressait nue entre nous. Marcus avait la richesse, certes, Clara avait les paillettes, mais nous avions l'avenir, un avenir réel, basé non pas sur la perception, mais sur le fond. Nous avons été rappelés une minute plus tard. Sienna devait prononcer son discours, et je devais me préparer pour une table ronde immédiatement après. Alors que nous nous dirigions vers la salle principale, j'ai jeté un dernier coup d'œil en arrière. Marcus nous observait toujours. Clara se tenait à côté de lui, mais ses yeux nous avaient suivis pendant notre départ. Pour la première fois depuis qu'ils avaient disparu de ma vie, ils ressemblaient à ceux que j'avais laissés derrière moi. En coulisses, Sienna ajustait le micro sur son col. Je l'ai regardé se détacher sur les projecteurs et j'ai réalisé quelque chose de puissant. Je ne me tenais pas à côté d'une femme pour faire valoir mon point de vue. J'étais à côté de quelqu'un que j'admirais, respectais, aimais, et je n'avais pas eu besoin de vengeance pour en arriver là. J'avais simplement choisi de continuer à construire.
Son discours était tonitruant, sans jamais élever la voix. Elle parlait d'innovation et d'humanité, de la construction de cadres qui honoreraient ceux qui y vivraient, d'héritage. Je l'observais de côté, non pas comme un mari avide de louanges, mais comme un homme admiratif de la femme à ses côtés. Lorsqu'elle eut terminé, la salle fusa d'applaudissements, debout, étendus, sincères. Alors que la lumière changeait et que la suite de l'événement se déroulait, je revis Marcus, toujours à sa place, applaudissant toujours, mais cette fois plus lentement, pensif. Non pas par fierté, mais parce qu'il avait enfin compris. Il avait tenté de gagner un jeu auquel j'avais renoncé depuis longtemps. Il avait choisi la victoire à court terme, le faste, le statut, la commodité. Et moi, j'ai choisi le silence. J'ai choisi la construction. J'ai choisi la vérité. Et à cet instant, entouré d'applaudissements qui n'étaient pas les miens, j'ai réalisé quelque chose d'encore plus profond. Je n'avais pas besoin de leur validation. Je n'avais même pas besoin de leur regret. Parce que rien de ce qu'ils pourraient dire ou faire ne changerait ce qui était déjà vrai. J'avais construit une vie si solide, si pleine de sens, si inaccessible à leur portée que même leur présence ne pouvait l'ébranler. Et c'était tout. Je n'ai pas sourcillé. Pas quand Marcus a lancé cette insulte suffisante par-dessus l'espace entre nous. Pas quand le visage de Clara est passé de la surprise à la reconnaissance, et certainement pas quand je me suis tourné calmement vers Sienna et lui ai dit, « Chérie, voici Marcus et Clara, ma vieille amie et ex-fiancée. » L'expression de Clara était inestimable, la mâchoire légèrement ouverte, un sourcil froncé comme si elle hésitait entre se réjouir ou se retirer. Marcus, lui, arborait un sourire narquois plein de suppositions. Il avait parlé comme s'il jouait toujours au même jeu. Le statut, l'ego, le plaisir facile de la surenchère. Pauvre de toi. Toujours seul, hein? Il avait dit cela pendant que je baignais dans le luxe. C'était le genre de choses qu'on dit quand on est certain d'avoir déjà gagné. Sienna tendit la main avant que je puisse en dire plus. De la grâce dans chaque geste. Docteur Sienna Moreau, dit-elle avec un sourire qui n'atteignit pas tout à fait ses yeux. Directrice de l'innovation mondiale, Nations Unies. Puis elle ajouta sans la moindre amertume et sa femme. C'est alors que tout dans l'expression de Marcus changea. Je la vis passer sur son visage comme des parasites sur une télévision qui s'éteint. La reconnaissance, l'incrédulité, puis quelque chose de plus sombre. La panique, peut-être la gêne. Quoi qu'il en soit, cela le frappa violemment et rapidement, comme si quelqu'un avait laissé tomber un nom qu'il aurait dû connaître depuis le début, et réalisé maintenant qu'il avait manqué quelque chose d'important. Clara était figée, sa coupe de champagne pendant toujours dans sa main droite, ses ongles parfaitement vernis tapotant le pied. Elle fixait Sienna comme si elle avait vu un fantôme, mais pas le genre qui la hantait par malice. Le genre qui lui rappelait le chemin qu'elle n'avait pas parcouru. « Attendez, vous êtes le conférencier principal, » dit Marcus, la voix sèche pour le sommet. Sienna hocha légèrement la tête, sa posture naturelle. Orateur final. Je présenterai les stratégies intercontinentales pour une reconstruction durable et une politique économique post-conflit. Elle se tourna vers moi et sourit. Et ensuite, nous annoncerons la 3e extension du programme de pôle d'innovation pour les réfugiés de Stillwater. Clay et Field venaient de terminer la conception du prototype le mois dernier. Je n'ai pas parlé. Je n'avais pas besoin de le faire. L'expression de Marcus s'était déjà effondrée, laissant place à quelque chose de bien moins certain que celle de l'homme qui, quelques instants plus tôt, m'avait traité de pauvre. Waouh, dit finalement Clara, tentant faiblement d'être désinvolte. Le monde est petit. J'inclinai la tête. Pas vraiment. Nous continuâmes d'avancer. Je vis d'abord la fracture dans l'ego de Marcus, puis s'élargir. Il s'était approché en s'attendant à une domination. Une scène facile, peut-être même le 2e acte d'un drame qu'il pensait encore diriger. Mais maintenant, il se tenait devant celle que Forbes qualifiait de voix la plus influente de l'économie mondiale. Et elle n'était pas seulement là. Elle était à moi. Ma partenaire, ma femme, et tout dans sa présence redéfinissait le pouvoir. Ce qui aggravait les choses pour lui, j'imagine, c'est qu'il n'y avait aucune vengeance dans mon regard, aucune suffisance, aucun rire osé. Je n'étais pas là pour gagner quoi que ce soit. C'est ce qui l'a déstabilisé, car cela signifiait que j'avais déjà gagné sans même essayer. J'avais complètement quitté le plateau et construit un nouveau jeu, vous. Avez l'air en pleine forme, dit Sienna, son sourire chaleureux, mais le regard clair. Elle savait exactement ce qu'elle faisait.
Elle tenait le miroir fermement pour qu'il puisse voir chaque fissure. Clara jeta un coup d'œil à Marcus. La tension entre eux était palpable maintenant. Le genre de tension qui ne vient pas de l'amour, mais d'une maison construite trop vite avec de mauvais matériaux. Le genre qui s'effondre sous le poids. Eh bien, ça l'a été. Marcus s'est tu, cherchant visiblement une issue qui ne sonne pas comme une défaite. À bientôt. Sienna et moi sommes retournés vers la salle de bal, nos épaules se frôlant en marchant. Sa main a trouvé la mienne. Nos doigts se sont naturellement serrés tandis que nous dépassions un autre groupe d'invités, oublions les murmures et tournions les têtes. Nous sommes restés silencieux un moment. Inutile. Ce n'est qu'en arrivant dans le couloir du rez-de-chaussée qu'elle s'est légèrement penchée et a dit, c'était plus satisfaisant que je ne l'espérais. J'ai ri doucement et chaleureusement. Tu n'as même pas transpiré. Elle m'a serré la main. Ils pensaient avoir affaire à la version de toi qu'ils avaient laissée derrière eux. Ils n'ont pas vu celle que j'avais épousée. Je me suis alors arrêté, laissant ces mots porter leurs fruits. Elle avait raison. Ils me voyaient toujours comme l'homme aux fiançailles qui s'effondrait, celui qui avait disparu dans le brouillard du chagrin. Ils n'avaient pas pris la peine de savoir ce qu'il était advenu de moi après leur toast au champagne à la trahison. Ils ignoraient les nuits où je restais éveillé à dessiner des plans à la lumière d'une lampe. Les matins où je courais jusqu'à en avoir les poumons en feu juste pour apaiser le vacarme dans ma tête. Ils ne voyaient pas l'homme qui avait construit des structures capables de résister à la guerre, au déplacement et à la dévastation climatique. L'homme qui avait contribué à transformer des abris temporaires en sanctuaires permanents, l'homme que Sienna avait choisi. De retour dans la salle, les lumières se sont légèrement tamisées lorsque l'orateur suivant est monté sur scène. Nous avons trouvé nos places au premier rang, où une petite pancarte en laiton portait le nom de Sienna. Les gens hochaient la tête à notre passage. Certains nous faisaient des compliments discrets. D'autres se contentaient de lancer des regards entendus, le genre réservé à ceux qui n'ont plus rien à prouver. Je ne me suis pas retourné vers Marcus et Clara ce soir-là. Je n'en avais pas besoin. Je savais exactement comment ils étaient assis. Je connaissais le poids du silence entre eux. La fureur silencieuse des attentes s'est brisée en deux. Plus tard, alors que Sienna et moi attendions notre voiture dehors, elle s'est appuyée contre moi, l'air vif de la nuit nous enveloppant comme une question déjà résolue. « Que crois-tu qu'il ait vu » demanda-t-elle doucement. « Son reflet, dis-je, et le mien. » La voiture s'est arrêtée. Le chauffeur est sorti pour ouvrir la portière. Je l'ai guidé à l'intérieur et je l'ai suivi. Et tandis que nous partions, je regardais par la fenêtre, non pas pour vérifier s'il me regardait, mais pour sentir les lumières de la ville passer sur moi comme un baptême. Il ne s'agissait pas de vengeance. Il s'agissait de restauration. Et pour moi, Marcus et Clara venaient d'assister à quelque chose de bien plus douloureux que la vengeance. L'homme qu'ils avaient laissé derrière eux avait non seulement survécu, mais évolué. On dit que le silence est plus éloquent quand on attend une réaction. Et ce soir-là, je ne leur en ai pas accordé. Je n'ai pas élevé la voix. Je ne me suis pas vanté ni n'ai cherché à régler mes comptes. Je me suis tenu aux côtés de ma femme, j'ai regardé Marcus se débattre avec le poids de la réalité, et j'ai laissé le silence faire ce que des années d'explication n'auraient jamais pu faire. Ce moment n'était pas fondé sur la vengeance. Il était fondé sur des preuves. La preuve que j'avais adopté une vie qui rendait leur trahison insignifiante. La preuve que mon succès ne dépendait pas de leur échec, mais que le leur était soudain amoindri par ma présence. Alors que Sienna montait sur scène pour son discours, j'étais assis au premier rang, l'écoutant non seulement en tant que mari, mais aussi en tant qu'homme connaissant le terrain dont elle parlait. Des zones de guerre transformées en quartiers. Des économies brisées reconstruites avec détermination. Des maisons qui faisaient plus que simplement abriter, elles apportaient de la dignité. Ces mots ont traversé la salle comme la lumière. Fort, mesuré, indéniable. Elle parlait sans avoir besoin de validation, car son travail était déjà ancré dans le monde réel, où les chiffres n'étaient pas que des chiffres, mais des noms, des familles et des avenirs. Et chaque fois qu'elle faisait référence au cadre de logement ou citait notre modèle prototype de réfugié, je le ressentais. Ni fierté, ni ego, juste présence. J'étais là et il devait s'asseoir dans cette vérité. Lorsque l'ovation debout a éclaté, je ne me suis pas retourné pour voir Marcus ou Clara, mais j'ai senti leur regard lourd, incrédule et toujours en quête. Après que Sienna soit descendue de scène et que la foule se soit à nouveau éclaircie vers la salle de réception, je les ai aperçus à la périphérie. Marcus se tenait immobile, les bras croisés, comme s'il s'enfonçait dans le déni. Clara,
à ses côtés, applaudissait poliment, l'expression indéchiffrable. On aurait dit des invités à un mariage auquel ils n'étaient pas conviés, incertains de quel côté ils étaient censés s'asseoir. En coulisses, j'ai retrouvé Sienna avec un verre d'eau. Elle rayonnait, non par vanité ou par applaudissement, mais par alignement. Pour avoir fait ce qu'elle était censée faire. Tu as été incroyable, ai-je dit en lui tendant le verre. Elle a souri. Ils ont écouté, même ceux qui ne le voulaient pas. Nous nous sommes attardés quelques instants avant de retourner dans la salle principale. La musique avait changé, plus basse maintenant, ambiante, tandis que les conversations tourbillonnaient et que les verres trinquaient. Les gens s'approchaient de nous un par un. Certains se présentaient avec une curiosité sincère. D'autres essayaient de réseauter. Quelques-uns laissaient tomber des compliments enrobés de suggestions. Des arguments subtils déguisés en éloges. Nous avons tout géré avec une aisance éprouvée. Accordant du temps à ceux qui le respectaient et laissant de côté ceux qui ne le respectaient pas. Puis Clara est réapparue. Elle s'avança vers nous d'un pas lent et posé, comme quelqu'un qui s'approche d'une vérité qu'il aurait tenté d'oublier. Sa robe, si parfaite qu'elle fût auparavant, ressemblait maintenant à une armure. Elle s'arrêta à quelques pas de nous, tenant son sac à main à deux mains, comme si elle ne savait pas trop quoi en faire. « Je vous dois des excuses. » dit-elle, nos yeux se balançant sans jamais se poser. J'ai attendu, non par cruauté, mais parce que je voulais entendre ce qu'elle voulait vraiment dire, pas ce qu'elle avait répété. Je n'ai pas été honnête avec vous à l'époque, poursuivit-elle. Et je n'ai pas eu le courage d'affronter ce que j'ai fait. Même après tout ce qui s'est passé. En te voyant maintenant, en entendant parler de ce que tu as construit, je l'ai arrêté d'un petit geste de la main. Clara, dis-je doucement. Tu ne me dois plus rien. Plus maintenant. Elle cligna des yeux, visiblement pas à ce moment-là. Je le voyais. Son besoin de racheter le passé, de le réécrire légèrement maintenant que je n'étais plus sous son emprise. Mais le passé était déjà douloureux. Il avait laissé son empreinte, et il n'avait pas besoin qu'elle le révise. Tu as fait un choix, continuai-je. Et moi aussi. La différence, c'est que je n'ai pas fait le mien pour te blesser. Je l'ai fait pour me reconstruire. Elle hocha lentement la tête, les lèvres serrées. Marcus, il pensait que tu allais disparaître. Je l'ai fait, dis-je, mais pas comme il l'espérait. Sienna s'avança alors, non pas comme une défense, mais comme une présence, calme, posée. Elle ne dit rien. Elle n'en avait pas besoin. Son silence était à la fois un bouclier et un miroir. Clara déglutit. Elle exceptionnelle. Elle l'est, ai-je reconnu. Sans hésitation. Il n'y avait plus rien à dire. Clara ne m'a pas serré dans ses bras. Elle n'a pas pleuré. Elle est restée là, réalisant peut-être pour la première fois que sa place dans mon histoire n'était plus active. Elle n'était pas le chagrin. Elle n'était pas la leçon. Elle n'était même pas l'antagoniste. Elle était simplement un début que j'avais dépassé. Lorsqu'elle s'est retournée et s'est éloignée, il n'y avait aucune amertume dans ses pas. Juste le silence. Plus tard dans la soirée, alors que Sienna et moi sortions de la salle, j'ai aperçu Marcus une dernière fois. Il se tenait seul au bord d'un escalier de marbre, regardant la foule, mais sans vraiment la voir. Sa cravate était desserrée, son expression s'était détendue. Il ressemblait à un homme qui avait enfin vu la situation dans son ensemble, mais trop tard pour changer de cadre. Nous sommes montés dans notre voiture, les portes se fermant, le bruit du gala derrière nous. Sienna a posé sa tête sur mon épaule tandis que le chauffeur démarrait, les lumières de la ville scintillant sur le sol. Pare-brise comme des fragments de toutes les versions de moi-même que j'avais laissées derrière moi. Elle s'est excusée, dit Sienna, plus comme une affirmation que comme une question. J'ai hoché la tête. Elle l'a fait. Cela a-t-il changé quelque chose? J'ai légèrement tourné la tête et embrassé sa racine des cheveux. Non, parce qu'elle s'est excusée auprès de l'homme que j'étais, et je ne suis plus lui. Le reste du trajet fut silencieux. Plus besoin de mots. Plus besoin de déballer. Juste nous deux, épaule contre épaule, âme contre âme. Et quelque part loin derrière nous, Marcus et Clara se tenaient au milieu des ruines de l'histoire qu'ils avaient tenté de faire passer pour la mienne. Mais cette histoire ne leur appartenait jamais. C'était la mienne, et elle ne faisait que commencer. Le lendemain matin du gala, nous avons roulé sur la route côtière à la sortie de Lisbonne, le soleil se levant par fragments sur l'eau. La main de Sienna était chaude dans la mienne,
ses doigts entrelacés d'une sorte de certitude tranquille. Plus de discours à prononcer, plus de costumes à porter, juste nous, la route, et le murmure des possibilités qui bourdonnaient entre nous comme le vent qui s'engouffrait à travers les arbres. Elle me regarda, je m'adoucis. Tu es resté silencieux. Je souris. Je pense à eux. Non, dis-je, une minute, à quel point c'était bon. Elle hocha la tête, posant la tête sur le siège, la lumière du matin lui caressant la joue. C'est étrange, n'est-ce pas? Comme parfois, ceux qui nous font le plus de mal finissent par nous montrer la voie la plus claire. Je laissai ces mots planer un instant. Clara et Marcus avaient autrefois été mon centre de gravité. Tout tournait autour de ce qu'ils faisaient, de ce qu'ils me faisaient ressentir, de ce qu'ils me prenaient. Mais maintenant, après tout ce silence, cette reconstruction, cette guérison, je voyais les choses différemment. Ils ne m'ont pas seulement trahi. Ils m'ont libéré. Libéré d'une version de moi-même qui s'était contentée de moins que ce que je méritais. S'ils ne s'étaient pas retournés contre moi, j'aurais peut-être épousé Clara. J'aurais peut-être construit une vie remplie de vents de surface et d'applaudissements creux. J'aurais peut-être séjourné dans des chambres où je n'étais qu'à moitié. Où l'amour était synonyme de performance et la loyauté négociable. Mais au lieu de ça, j'ai trouvé quelque chose de vrai, quelqu'un de vrai. Sienna ne m'aimait pas seulement. Elle me respectait. Elle me mettait au défi. Elle voyait l'homme que j'étais et celui que je pouvais être. Et elle ne m'a jamais demandé de me rétracter. En retour, je lui ai donné tout ce que j'ignorais avoir encore à donner. Nous nous sommes arrêtés à un petit point de vue où les falaises plongeaient abruptement dans la mer. Elle est sortie la première, le vent tirant sur le bord de sa veste. Je l'ai suivie, marchant dans la brise qui sentait le sel et le soleil. Pendant un moment, nous sommes restés là, à regarder les vagues frapper les rochers, les mouettes plonger et s'élever. Puis je l'ai dit, ce qui m'était resté en travers de la poitrine depuis le gala. Je crois que j'avais besoin de les revoir. Non pas pour tourner la page, mais pour mesurer le chemin parcouru. Elle s'est tournée vers moi, son expression d'abord indéchiffrable, puis apaisée. Il fallait voir qu'ils ne vous ont pas achevé. J'ai secoué la tête. Ils ne savaient même pas où j'avais commencé. Nous nous sommes assis sur un banc à proximité, et j'ai fouillé dans la poche de ma veste. Je ne l'avais pas prévu. Mais quelque chose me disait de la porter. Une lettre, courte, 3 lignes de Marcus. Tu as gagné, mon frère. C'est tout ce qu'elle disait. Pas d'excuses, pas d'explications, juste ça. Une confession déguisée en capitulation. Je l'attendis à Sienna. Elle l'a lue une fois, puis une autre, puis la plia soigneusement et me la rendit. Qu'est-ce que tu vas dire, demanda-t-elle. Rien. Parce que je ne jouais pas pour gagner. Je ne courais pas après la vengeance, les applaudissements ou de vieilles dettes enfin payées. Je construisais une vie qu'ils ne pourraient jamais se permettre, même avec tous leurs diamants. Tandis que les vagues s'écrasaient en contrebas et que le ciel s'ouvrait au-dessus de nous, je fermais les yeux et laissais le vent tout emporter. Le passé, les noms, le poids. J'étais libre. Et plus que ça, j'étais entière.